Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission hors série spéciale Fouta Djallon. Après donc la ville de l'Abbé, on se retrouve dans une autre localité située à 35 km de cette préfecture. La ville s'appelle Pita. On est à Pita où on va tenter de comprendre certaines choses qui concernent cette grande ville du Fouta. Ici, on entame l'émission au niveau de la chute du barrage de Kinkon, un barrage construit depuis 1964 par le premier régime de Feu Ahmed Sékou Touré. Donc, on entame ici cette émission. Derrière, c'est une merveille qu'on observe. Voyez comment la nature nous a offert de belles choses. Voyez comment une fois la Guinée est belle à travers ce paysage, ce beau paysage que Dieu nous a offert. Voilà ce potentiel que nous avons. On entame l'émission ici. Voilà, tout à l'heure, on sera avec le responsable de cette centrale hydroélectrique qui n'est autre que M. Sadio Tolno, avec qui on va entamer l'émission hors série ici à Pita. Nous sommes à Pita, on entame l'émission ici, on l'a fait expressément à cause de l'importance que représente ce barrage pour la Guinée, mais surtout pour la ville de Pita. Dites-nous de façon brève où nous sommes. Nous sommes sur le point d'observation de la chute touristique de Kinkon. La légende voudrait que là où nous sommes, quand les Chinois sont venus pour les études, il semblerait qu'il y avait un diable qui était là, qui l'ont pris et qui l'ont mis dans la bouteille et qui l'ont envoyé en Chine. C'est ce qui les a permis de travailler ici. Ça, c'est la légende. Comme tout coin a sa légende, nous aussi à Kinkon, c'est notre légende. Nous sommes sur le point d'observation, comme vous l'avez vu. On observe la tête de chute de Kinkon, touristique, c'est ça. D'accord. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ce site est aménagé? Est-ce que ce site est valorisé? Est-ce que ça bénéficie tout de même de l'assistance de l'État? Non, malheureusement, ça ne bénéficie de rien parce que nous, comme vous l'avez vu, on l'entretient d'une façon et d'une autre. Quand c'est là, on arrange, mais il y a des touristes qui viennent, ils ne perdent jamais Pita sans voir la chute. C'est un passage obligé pour tous les touristes qui viennent au Fouta. Oui. Pour une infrastructure qui date de l'époque de Feu Ahmed Sékou Touré, c'est impressionnant. On va y aller avec le zoom sur la ville de Pita. On se retrouve juste après, toujours au niveau du barrage, mais cette fois-ci pour une visite guidée des lieux. On va avec le zoom que nous présente Amadou Ouribari sur la ville de Pita. C'est parti. Pita est l'une des 3 préfectures de la région administrative de Mamou. Située au centre du Fouta Djallon, la préfecture a une superficie de 4 320 km² pour une population de plus de 300 000 habitants, dont 92% en zone rurale. Pita est subdivisée en une commune urbaine et 11 CRD, dont Bantingel, Broualtapé, Dongoltouma, Gongoré, Leimiro, Massi, Ningilande, Sangaria, Sintali, Timbi-Madina et Timbi-Touni. La préfecture est limitée au nord par l'Abbé, au sud-est par la préfecture de Kindia, à l'ouest par Télémélé et au nord-est par l'Eluma. Les principales activités économiques sont l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Pita, c'est aussi le principal centre de production de pommes de terre connu sous le nom de Belle de Guinée. La ville abrite également l'un des plus grands barrages hydroélectriques appelé Kinkon, construit pendant la Première République par les Chinois. Ce barrage dessert Pita, l'Abbé et Mamou en électricité. La ville de Pita sait également ses potentialités touristiques particulièrement intéressantes. Parmi elles, les chutes de Kinkon à 15 km de la ville. Le génie humain les a exploitées pour fournir non seulement de l'énergie électrique, mais aussi pour offrir aux touristes un ensemble de curiosités d'une beauté rare. Notre préfecture étant un élément essentiel de Fouta Djallon, a un relief très accidenté, des bas-fonds au niveau de Sangaria et de Lemiro et un peu en bas de l'échelle de Gongoré et de Massi. L'élevage, contrairement à l'ancien temps, est en recul. Cela est dû à beaucoup de facteurs, pas facteur de maladie, mais facteur départ des jeunes, surtout en dehors de la préfecture.
Or, ce sont ces braves valides qui devaient s'en occuper de l'entretien de ces cheptels. Et sur le plan culturel, notre préfecture regorge beaucoup d'activités artisanales, dont le tissage, la poterie, on rencontre tout. Mais aussi, il faut signaler que c'est une préfecture de prédilection de beaucoup de potentialités touristiques, avec la chute de King Kong. Vous avez également Gandapaka, vous avez également Serejulé, et vous avez encore les falaises de Douki dans l'Ongoltuma. Vous avez également la marmite de Senderval dans l'Ongoltuma et la table de Massi. La célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Mamou a permis de changer l'image de la ville de Pita. La préfecture a bénéficié de 10 projets d'infrastructure, dont plusieurs bâtiments saccagés lors des événements de janvier et février 2007 ont été rénovés. C'est le cas du palais de justice, la direction préfectorale de la santé, le commissariat central de police, la gendarmerie départementale et la résidence du préfet. D'autres bâtiments ont été construits comme le bloc préfectoral et la maison des jeunes. Par contre, certains édifices publics sont dans un état lamentable. C'est le cas de la prison civile, âgée de plus de 100 ans et qui n'a jamais connu de réhabilitation. L'état piteux de cette maison de détention favorise souvent l'évasion des prisonniers. Juste en face de cette maison centrale, cet autre espace qui servait autrefois de jardin public. Aujourd'hui, les herbes ont envahi le domaine, il ne sert plus à rien. La ville de Pita connaît également un manque criard d'infrastructures routières. Seulement 15 km de voirie urbaine a bénéficié de bitume pendant la célébration de la fête d'indépendance dans la région. Les routes reliant la préfecture aux autres sous-préfectures se trouvent dans des états de dégradation très poussés. L'apport des fils ressortissants résidant à l'extérieur constitue aujourd'hui une solution pour faire face à certains besoins de la ville. Il y a besoin d'infrastructures. Les infrastructures de tous ordres, je dis bien, les infrastructures routières. S'il y a un travail plus ingrat, c'est le travail de reprofilage des routes. Parce que quand vous reprofilez aujourd'hui avec les intempéries de la nature, ce que vous faites cette année, dans 2 ou 3 ans, c'est dégradé. Il faut revenir encore. Sans compter que ce n'est pas toutes les zones qui sont désenclavées. Il y en a qui restent encore non désenclavées. Je pense que si les efforts sont engagés dans ce sens, cela va encore soulager beaucoup nos citoyens. Une prospection géologique vient de prouver l'existence d'importants gisements de bauxite à Pita avec une réserve de plus de 200 millions de tonnes. Pita, c'est aussi l'insécurité. Cette ville, jadis calme et paisible, est aujourd'hui considérée comme une zone criminogène par excellence. Ces derniers temps, des cas de viol, assassinats, meurtres sont devenus récurrents. Un phénomène qui préoccupe les autorités, souvent impuissantes face à la montée de la criminalité. À l'instant, un reportage que nous a signé Amadou Ribari. On appelle le zoom, vous l'avez pu le comprendre, avec cet élément panoramique sur la ville de Pita. On a pu constater combien de sous-préfectures cette localité possède, mais également les plus importantes, mais aussi ce barrage dont a parlé Amadou Ribari dans cet élément de zoom. On revient avec notre guide, le responsable de cette centrale hydroélectrique qui n'est autre que M. Sadio Tolno, avec qui on est toujours. M. Sadio, tout à l'heure, nous voyions à l'arrière-plan la chute du barrage de King Kong, mais à l'instant, on est au niveau de la tête de la chute. Et dites-nous un peu ce qu'on voit maintenant là. Oui, exactement, comme je le dis, c'est le point de confluence entre 2 rivières, Koubi, que vous voyez à droite, et Kokulo à gauche. Koubi par là, une rivière, et Kokulo qui vient par là. Qui est barré, c'est sur Kokulo que se trouve le barrage. Donc c'est le point de confluence des 2 rivières qui se trouvent juste au niveau de la tête de chute. Et le point, il est très visité en saison sèche, et c'est là où sont gravés les noms
des différents chefs d'État, plus de 8 qui sont passés ici dans les années 66-68. Justement, on nous apprend comme cela qu'à l'époque, pour l'inauguration de ce site, il y a eu la visite chez nous de plusieurs chefs d'État africains qui ont marqué leur signature sur des pierres ici. Bon, on ne peut pas y accéder parce que l'eau a inondé cette partie-là, mais ça y est encore. Est-ce que cette partie-là de la pierre qui est, je dirais, un site touristique, est-ce que c'est valorisé? Non, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure là. Il a fallu qu'à un moment donné, je prenne la peinture, je reprends pour ne pas que ça s'efface complètement parce que c'est un acquis. Vous voyez, Gamal Abdel Nasser, Ofet Boignet, Sioport Sandra Senghor, Rachidi Kawawa, tous ceux-ci sont passés ici. Là où vous êtes arrêté là. En quelle année? Dans les années 60, entre 66 et 68. Et cette marque, elle est encore là? Elle est là encore. Mais si on ne fait rien, ça risque de disparaître. Parce que là, il faut reprendre. Et la pluie en venant, les intempéries, ça s'efface. Bon, nous, en fait, ce n'est pas notre travail. Nous, on est là pour produire et exploiter la centrale. Les sites touristiques relèvent de notre domaine. Donc, on s'occupe parce qu'on veut garder quand même la ligne. Sinon, même les escaliers qu'on a franchis là, l'eau avait complètement enlevé. C'est moi qui ai repris tous ces escaliers que vous voyez là. Waouh! Oui. On le dit si bien, la nature nous a dotés d'assez de choses. Dieu nous a offert de belles choses, de beaux potentiels touristiques, mais qui chez nous ne sont pas valorisés. Je l'ai dit tantôt dans la préfecture de l'Abbé, où sont donc nos ministères du tourisme et de l'artisanat? Où est le ministère de la culture et du patrimoine historique? Nous avons des choses belles, des choses merveilleuses que Dieu nous a offertes. On refuse de les valoriser sous prétexte qu'on n'a pas de moyens. Voyez combien de fois c'est beau ici. Le site sur lequel nous sommes date d'une époque assez ancienne. Mais jusqu'à ce jour, il n'est pas valorisé. De vaillants soldats, de vaillants hommes sont là pour maintenir ce site, le pérenniser. C'est important de les encourager. Donc, on le dit parce que chez nous, on a tendance à tout minimiser, à tout négliger, alors que tout est important. Voilà donc, M. Tolno, on va poursuivre cette visite guidée du site ou du barrage de Kinkon ici à Pita. On va tenter de voir au niveau du barrage comment est-ce que l'eau est recueillie et comment est-ce que ça vient à ce niveau-là. Ok, merci. On continue la visite. On va aller, oui. Merci. C'est parti. Donc, nous sommes dans la salle des turbines. La salle de machine. La machine. Oui. La tête de la turbine, c'est ça, je crois. Voilà, exactement. Comme avant d'aller à la turbine, vous avez vu cet équipement-là. C'est une vanne. On appelle ça la vanne de garde. L'eau qui vient dans la conduite, on ouvre cette vanne. Il y a une conduite qui rentre dans cette carapace-là qu'on appelle un genre de colimaçon. Se trouve, la turbine est à l'intérieur. Maintenant, l'eau qui passe à travers cette carapace-là tape la roue. Cette roue, la turbine, elle tourne. Maintenant, sur cette turbine est claveté un arbre. Cet arbre aussi est claveté, sur le arbre aussi est claveté un alternateur. Donc, énergie hydraulique de l'eau, énergie mécanique, énergie électrique. Voilà les trois types de transformation qu'on a ici. Au total, il y a combien de turbines ici et quelles sont les puissances? Bon, on a 4 turbines ici, 4 machines qui sont là, d'une puissance de 800 kW. Pour une puissance totale, 850, pardon, maintenant, parce que c'était 800, on a élevé à 850. Maintenant, avec une puissance totale de 3,4 MW pour l'ensemble de la puissance installée. Et qu'on peut sortir, on peut développer toutes ces puissances-là, sans gêne. 3,5 MW. Pardon? 3,5 MW. 3,4 MW. Ok. Ce qui donne le courant à Pita et à quelques villes du Fouta. Oui, au départ, c'était à Pita, Labé, Dalaba, Mamou, Boulivel et Timmadina. Maintenant, avec le système interconnecté, on est relié au système Samou, au système Garafiri et maintenant à Kaleta. Donc, le jus de Kaleta peut aller jusqu'à Mamou, comme le jus de Kinkon peut aller jusqu'à Forcaria, Kindia ou Conakry. Voilà, donc j'espère que l'explication donnée par M. Sadio Tolno est largement comprise. On vous montre un peu le processus de transport du courant de la centrale à la ville au niveau de la distribution. Voilà. De la centrale, on va au barrage où se trouvent encore des choses assez merveilleuses. On continue.
Voilà, ici c'est un poste de soudure que vous voyez. On n'en fabrique plus parce que c'est très costaud, il pèse près d'une demi-tonne. Mais c'est quelle année? Il est de 1963. 63, il est là, mais il est fonctionnel. Voilà, au cours de l'année, quand il y a eu une inondation, tous ces équipements étaient sous l'eau. On l'a retiré, on a enlevé des pièces, démonté, nettoyé, séché, monté. Il travaille et continue à travailler encore. Donc, nous, ça me fait plaisir. Je n'ai pas voulu le lâcher parce que je sais que c'est un bon équipement. On m'a envoyé certains équipements de poste de soudure, j'ai dit non, je le garde. Parce que les autres peuvent se gâter, lui il est là encore, depuis 63. Voilà. Par là aussi on a une... de 1963 aussi, qui est là aussi qui est fonctionnel. Voilà. Aussi 1963, il y a des tasses à la table. Il est fonctionnel. C'est une perceuse, avec ça qu'on perce les trous sur les pièces qu'on voudrait créer un trou ou bien agrandir, c'est à travers cet équipement-là. Nous nous trouvons toujours au barrage de Quincan à Pita. Vous le constatez, on est arrêté juste au-dessus de l'eau parce que je me trouve sur l'évacuation de l'eau issue des turbines au niveau de la centrale et avec toujours notre guide, M. Sadio Tolno, on essaie un peu de comprendre le processus. Alors M. Diallo, on voit une chute d'eau à l'heure actuelle. Dites-nous ce que cela signifie. Bon, on a ouvert les vannes ce matin, donc le niveau était au-dessus du niveau normal de la retenue. Donc nous avons ouvert pour abaisser, pour éviter qu'il y ait une inondation. C'est pourquoi vous avez vu que le lit de la rivière est rempli actuellement là. Et cette eau-là qui s'écoule, qui suit son cours normal, c'est le fleuve, c'est Kokulo qui s'appelle. Kokulo. Cette puissance-là, est-ce qu'elle est habituelle? Parce qu'on sent là qu'il y a une puissance, le bruit en fond sonore on l'entend, est-ce que c'est une habitude? Bon, nous on est déjà habitués à ça, mais parallèlement par rapport aux années passées, c'est pas la même chose. C'est pas la même pression, c'est pas la même impression, c'est pas le même débit qui est là. C'est-à-dire cette année, il y a eu assez de retard par rapport au flux d'eau qui est là. Parce que ce que nous analysons cette année, on avait ça depuis au mois de juin par rapport à l'année passée. Donc, mais bon, c'est venu quand même parce que le barrage maintenant est rempli. Sinon, ça a fait beaucoup de retard qui est dû à un dérèglement climatique. Nous avons parcouru quelques distances pour nous retrouver là sur le barrage hydroélectrique de Quincan. De la chute, on se retrouve au niveau du barrage. De là où l'eau a été lâchée au niveau des vannes pour être déversée de l'autre côté. Vous le constatez, le courant de l'eau est tellement puissant. Monsieur Tolno, on est au niveau de la crête du barrage. Dites-nous à quoi on assiste présentement. Bon, comme vous l'avez dit, on est un peu en deçà de la crête vers le côté des vannes, les vannes évacuateurs de crues. Comme vous l'avez constaté, on a les 3 vannes qui sont ouvertes pour empêcher l'inondation du barrage. Et comme il y avait assez d'eau ce matin, nous avons ouvert les vannes pour pouvoir laisser écouler. Il va continuer son chemin. C'est quoi les vannes? Les vannes, c'est ça? Voilà, c'est cette structure métallique que vous voyez là, en forme de secteurs qui sont tenus par 2 bras. C'est juste comme une porte, en fait, une porte qui ferme une entrée. Voilà, donc c'est une passe qui est là, maintenant qui est fermée à travers cette porte qu'on appelle vanne. Voilà, mais il y en a 3 passes. À quoi ils servent? Tout juste comme je l'ai dit, quand on les ferme, ça permet d'accumuler l'eau au barrage.
Quand l'eau est accumulée, on le stocke pour la saison sèche. Maintenant, à travers ça, on utilise cette eau à travers la conduite d'eau, le tuyau qui va jusqu'à la centrale. Donc la partie de l'eau stagnée, l'autre côté, Oui. c'est celle-là qui est conservée. Voilà, c'est ça la retenue. On l'appelle la retenue, on l'appelle le lac. L'eau est là, il est stagnant, on l'arrête, il est accumulé. C'est le stock qui est accumulé. Tout ce qui est lâché là nous est inutile actuellement là. D'accord. Et à ce niveau, on parle de barrage généralement. Dites-nous, décrivez-nous ce barrage sur lequel nous sommes. C'est quoi la distance et à quoi il sert concrètement? Un barrage hydroélectrique. Bon, ça dépend. Nous, chez nous ici, c'est un barrage poids, c'est-à-dire un barrage qui résiste son propre poids. Et tout est fait en béton. Donc il a une longueur de 235 mètres pour une profondeur de 21 mètres. Et on accumule une quantité d'eau totale de 3 080 000 mètres cubes d'eau pour un volume utile de 2 740 000 mètres cubes d'eau. Quand on est au niveau de la crête, on est à 893 mètres par rapport au niveau de la mer. Ça, c'est le niveau de la crête, le niveau de l'altitude de la crête par rapport au niveau de la mer. On est à 893. Et on constate aussi qu'il y a de la rouille qui s'est emparée de la plupart des installations ici. Ça signifie que pratiquement, il n'y a pas d'entretien. Bon, c'est pas ça. Vous savez, les eaux par là ici sont chargées. Pratiquement, il y a un programme qui est établi par rapport à une période donnée. Cette année, par exemple, ça figure parmi notre planning de l'année à venir, là, de l'entretien de ces vannes qui demandent un sablage, un entretien, peinture et remplacement des joints d'étanchéité qui ont un peu lâché certaines parts, c'est-à-dire les joints des deux côtés et au niveau de la base. Donc ça figure parmi notre futur programme de planning d'entretien annuel. Est-ce qu'il y a des problèmes auxquels vous êtes confrontés ici? Oui, bon, toute exploitation au niveau d'une centrale, on est toujours confronté à ce problème. C'est lié au problème de conduite, problème de personnel qui est là, qui est très criard, tant au niveau de la centrale qu'au niveau des postes de transformation. Ils sont combien les membres du personnel chez vous? Bon, actuellement, King Kong, je prends King Kong, c'est-à-dire le système King Kong, à savoir la centrale, les lignes et les postes, parce que nous gérons et la centrale et les lignes et 5 postes actuellement. Nous formons 19 personnes, alors qu'au préalable, il fallait 33. Donc, pratiquement, tout ce qui est enlevé là, on a pris ça, on a envoyé ça dans les autres services, tant dans les autres centrales qu'à Conakry. Mais qui n'ont pas été remplacés, décédés sans remplacer, retraités sans remplacer, mutés sans remplacer. Est-ce que ces 19 personnes suffisent pour jouer bien le rôle qui est de maintenir en l'état ce barrage? Non, à ces 19, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi on a maintenu des stagiaires qui sont là depuis fort longtemps. On essaie de voir comment on va régulariser leur situation. Ils sont d'un apport inestimable parce que sans eux, on ferme la boîte. S'ils ne travaillent pas, on est obligé d'arrêter la centrale. Un appel à lancer aux autorités par rapport à la situation de vous, de King Kong. D'abord, dites-nous, depuis combien de temps vous êtes là particulièrement? Bon, dès après l'université, en 1978, on m'a muté ici parce que mon sujet de mémoire portait sur l'amélioration de la centrale de King Kong, en faisant un barrage sur Koubi. Donc je l'ai fait. On m'a dit, bon, écoute, toi, on t'en va à King Kong, tu vas essayer de travailler là-bas. Bon, au départ, on est venu... Depuis quelle année? En 1978. Incroyable. Voilà, oui, alors là, franchi toutes les étapes. Un simple ingénieur chargé du barrage, j'ai gravi toutes les échelles jusqu'au niveau des responsables du système. Donc, à toutes les étapes, avec la coopération, parce qu'au départ, c'était les Chinois qui étaient là. Il fallait essayer d'améliorer, adapter la façon de travailler ici par rapport à Conakry. Donc on a essayé, j'ai fait cette réforme avec ce que j'ai trouvé place et former les gens par rapport à les objectifs à l'époque, autant de Sogel, autant de EDG, ainsi de suite, et d'Elgui, enfin maintenant, et EDG encore nouvelle version. Voilà. Bonne chance à vous, M. Tolno. Merci bien. Dans combien de temps la retraite? Bon, bientôt, dans quelques mois, parce qu'à la fin de cette année,
La retraite, elle est là. Wow. Ah ouais, donc on va pas. Sans vous, qui va s'occuper de ce barrage? Parce que vous êtes pratiquement l'un des seuls à pouvoir maîtriser le circuit. Bon, c'est ce qu'on dit. On suppose que quand j'ai quitté ici, ça avait marché, bien ou mal, mais ça avait marché quand même. Mais tous les gens qu'on avait eu à former, ils ne sont pas là. C'est ce que je regrette. Tous les agents là, ils sont dans des autres centrales, à Garafiri, à Grande Sud, à Donkéa, à Conakry. Donc il y a un pépin qui est là, qu'on est en train de former. À l'instant, Sadio Tolno, qui est le responsable du barrage au niveau de King Kong. Vous l'avez suivi depuis l'entame de cette émission. On a tenté de faire un arrêt au niveau de ce barrage parce qu'il est historique. C'est un barrage important. Il a une capacité de 3,4 MW. C'est peut-être petit, mais ça sert tout de même la Guinée. Vous avez vu le matériel. Par endroits, il est vétuste. C'est important que l'État réagisse. Alors, on est toujours à Pita. On y reste, puisque désormais, on va tenter de vous faire voir une visite ou une escale qu'on a effectuée dans une sous-préfecture de Pita. Elle a pour nom Timbi Madina. Et pour qui connaît Timbi Madina, c'est bien sûr la production de la pomme de terre. On est allé pour voir comment est-ce que la ville se porte et est-ce que la promesse du chef de l'État faite par rapport à la construction d'une usine de fabrique de pommes de terre est effective. Vous le verrez dans cet élément que je vous propose maintenant, escale à Timbi Madina. A tout à l'heure. Timbi Madina est une sous-préfecture de Pita, créée en 1958 et a une superficie d'environ 300 km² avec une population de 51 900 habitants. 4 districts et 49 secteurs composent le village majoritairement habité par les Peuls, les Diakanké et d'autres ethnies venues d'ailleurs. La sous-préfecture de Timbi Madina, coincée entre les préfectures de Lelouma et Labé, est située à 30 km de Pita Centre. La localité dispose de 13 services déconcentrés avec plus de 100 fonctionnaires. Un centre de recherche agro-géotechnique est construit à Barin. La végétation est verdoyante et on y voit par endroits des pins dans les forêts classées. Le relief est plutôt montagneux avec un climat humide. Timbi Madina est réputé pour la culture de la pomme de terre. Le village produit à lui seul 70% de la production nationale. Mais cette année, une maladie jusque-là inconnue a dévasté environ 2500 hectares de pommes de terre. Les pertes enregistrées sont estimées à plus de 100 milliards de francs guinéens, ce qui ralentit considérablement la chaîne de production. Le problème essentiel reste la dégradation de cette piste rurale, surtout en saison hivernale. Elle permet aux paysans d'acheminer à Pita Centre les produits agricoles. Le parcours est difficile et long. Les véhicules mettent plus de 4 heures à rouler sur ce tronçon distant que de 30 km. Les rares initiatives prises pour sa réhabilitation viennent des communautés locales qui s'investissent à boucher les trous béants pour éviter l'embourbement des camions de transport. Poursuivons cette émission hors série dans le Fouta, toujours à Pita, mais cette fois-ci à 30 km de la ville, plus précisément dans la ville de Timbi Madina, dans la sous-préfecture de Timbi Madina. Voilà donc, nous sommes là et on se retrouve juste à la devanture de l'usine très prochaine de pommes de terre. Rappelez-vous, le chef de l'État récemment, lors d'une tournée dans le Fouta, s'est rendu à Timbi Madina. Il a promis la construction d'une usine. Nous sommes venus constater l'effectivité de cette promesse. Eh bien, une trace est déjà sur les lieux puisque on constate la construction d'une clôture qui va abriter cette usine de pommes de terre. C'est juste à l'arrière-plan.
Alors avec le guide, on va tenter de comprendre comment va se faire ce projet, comment sera construit ce projet d'usine. Notre hôte, notre guide a pour nom Mamadou Paté Diallo. Il est le secrétaire général de la commune rurale de Timbi Madina. À tout à l'heure, nous serons avec lui pour cette visite guidée des lieux. A tout de suite. C'est 7,50 hectares. 7,50 hectares qui constituent la superficie retenue par les agents techniques de l'APIC. Nous sommes sur le site qui abrite la construction de l'usine de pommes de terre, de la transformation de pommes de terre et du manioc en fécule à Timbi Madina dans le district de Bamikouri. Donc Timbi Madina, c'est une des 11 CR de la préfecture de Pita qui abrite la construction de l'usine de transformation de la pomme de terre et du manioc en fécule. Donc à partir de janvier, c'est-à-dire à partir de juillet 2015, nous avons reçu la délégation de l'APIP, l'Agence pour la promotion des investissements privés en République de Guinée, avec les agents du ministère de l'administration du territoire. Objectif de leur mission, ils étaient venus pour les études de faisabilité pour la construction de l'usine de pommes de terre à Timbi Madina. C'est un site qui couvre 7,50 hectares. Donc présentement, on a 1125 mètres linéaires de clôture complètement achevés par l'entreprise Atlantique BC. C'est qu'on voulait tester le débit, c'est-à-dire quiconque parle de l'usine de pommes de terre, il faut suffisamment une grande quantité en eau. Donc on avait foré une première partie, on voulait maintenant, c'est-à-dire calculer le débit. Donc c'est le réservoir qui a été retenu pour calculer le débit en eau. D'accord. Le réservoir. Ça a été foré de l'autre côté. Il y a un puits là-bas. Le test a été efficace. Voilà, efficace. D'accord. Vraiment fructueux. Et où est-ce que le chef de l'État a lancé les travaux? Ici. D'accord. Voilà. Petit coup d'œil à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un forage. Oui. Le lancement s'est passé ici. C'est le lancement, c'est ici, à partir de là. La cérémonie s'est passée de l'autre côté. D'accord. Voilà. Et la pose de la première pierre, c'était là? Oui, à partir de là. Il n'y a pas eu de pose de première pierre. Comme annoncé tout à l'heure avec notre guide Mamadou Paté Diallo, nous faisons le tour du site devant abriter l'usine de fabrique de pommes de terre et de manioc. Alors, monsieur Diallo, Mamadou Paté Diallo, dites-nous, nous sommes là, on constate qu'il y a une clôture, mais jusque-là, l'usine en tant que telle, les travaux, on ne voit rien du tout. Oui. Ça signifie quoi? Est-ce qu'on sait à quand le début des travaux? Bon, pour le moment, le début des travaux n'a pas été annoncé. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a eu un premier travail qui a été effectué. Nous avons produit en décembre, c'est-à-dire 2015, des rapports, c'est-à-dire à l'APIP, pour que l'APIP puisse déléguer, c'est-à-dire des techniciens venant, c'est-à-dire faire l'état des lieux, constater le niveau d'avancement des travaux pour qu'on puisse procéder à la remise provisoire. C'est après la remise provisoire que peut-être les activités vont démarrer. La remise provisoire de quoi? La remise provisoire de la clôture, des 1125 mètres linéaires de clôture. Ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et pour l'usine, ce sera quand le début des travaux? Bon, c'est l'APIP, l'Agence pour la promotion des investissements privés en République de Guinée, qui est mieux placée pour répondre à cette question. D'accord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se diront que ça a peut-être été une promesse électorale. On était en pleine campagne électorale. Le chef de l'État qui vient à Timbi Madina, qui promet construire une usine de fabrique de pommes de terre, parce que c'est la zone la mieux propice
en Guinée. Mais jusqu'à ce jour, parce que le projet, on le sait, ça s'étend sur 18 mois et c'est un projet de plus de 14 millions de dollars. Jusque-là, on ne voit rien. Oui, vraiment, je salue d'abord les initiatives de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, d'avoir, c'est-à-dire initié, c'est-à-dire une telle entreprise en République de Guinée, jamais vue. Parce que ça, la réalisation de cette usine va essayer de résorber beaucoup de problèmes en République de Guinée. Les signes sont là. Si les gens étaient venus et qu'on ne constate rien sur le terrain, on allait, c'est-à-dire, penser à d'autres choses. Mais maintenant, c'est la clôture qui est entièrement achevée pour le moment. On attend la remise provisoire. Vous savez, tout est question de procédure. On ne peut pas, c'est-à-dire, briser les étapes. Et vous savez, quand on engage aussi, c'est-à-dire des demandes au niveau des bailleurs de fonds, parfois, vous savez, il faut que ça traîne un peu, il faut qu'il y ait des négociations et ainsi de suite. Mais je sais que l'APIP est mieux placée pour répondre à ces questions d'ordre technique. Vraiment, aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, en particulier pour la population, pour les populations de Timbi-Madina, en général pour tous les Guinéens. Parce que cette usine va, c'est-à-dire, résorber la question d'emploi, surtout pour la jeunesse en République de Guinée. Et les étrangers aussi qui vont venir pour travailler, c'est-à-dire en République de Guinée, c'est-à-dire en vertu des acquis de cette usine-là. Vraiment, c'est salutaire. Un projet, comme vous le dites, qui donne une lueur d'espoir aux populations de Timbi-Madina. Déjà que la clôture est effective. On espère que l'usine, les jours à venir ou mois à venir, sera une réalité dans cette localité. Mais nous continuons en tant que journalistes de nous poser des questions. Pourquoi après le lancement des travaux, jusque-là, on ne voit pas les premiers travaux? Parce que la date ou encore les prévisions pour le temps de construction est connue, le coût global est connu. Pourquoi ce retard? Vous l'avez dit, on posera la question à la PIP qui certainement va nous répondre. En attendant, on a fait la visite des lieux, on vous laisse découvrir à quoi ressemble ce site encore vierge. Quant à nous, on effectue un tour tout de suite dans un champ de production de pommes de terre. Comment est-ce que ici à Timbi-Madina, on produit la pomme de terre? C'est tout de suite sur le terrain. Vous me verrez bien sûr dans un champ de production de pommes de terre. À tout de suite. Après donc le site de construction de l'usine de pommes de terre, on poursuit. C'est pour la moyenne Guinée. Tout à l'heure, vous saurez davantage à quoi sert ce centre de recherche, puisqu'on est avec le chef de station qui a pour nom Mamadou Minte Camara, avec qui on va prendre quelques mots sur le rôle que joue ce centre. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre centre. Dites-nous à quoi ça sert. Bien, je commencerai par vous souhaiter la bienvenue d'abord au niveau du centre régional agrozootechnique pour la moyenne Guinée, Barin. C'est un centre régional et l'Institut de recherche agronomique de Guinée a 4 centres régionaux. Donc pour la moyenne Guinée, c'est le centre de Barin. Ce centre, nous avons un objectif de production de connaissances et de transférer ces connaissances au niveau des utilisateurs. Pour atteindre ces objectifs, nous travaillons dans 4 programmes. Un programme de sol et irrigation qui est un programme transversal. Il y a un programme élevage, petits, gros et volailles. Un programme culture maraîchère et pommes de terre. Et un programme fonio. Donc avec ces 4 programmes, nous couvrons 10 préfectures. Bien sûr, ces programmes sont basés ici, mais ils sont représentés dans le territoire national. Nous travaillons en Guinée, mais ces programmes sont basés à Barin.
D'accord. Et quand on parle de recherche agro-géotechnique, ça signifie quoi? Vous faites des recherches sur quoi? En agriculture et en élevage. D'accord. Pour le cas typique des pommes de terre, puisqu'on est à Timbi Madina, dites-nous, ça se passe comment ici? Parce que nous apprenons la construction prochaine d'une usine. Oui. Dites-nous en plus. Ici, pour le programme pommes de terre qui est basé à Bahreïn, c'est un programme national. Nous travaillons sur beaucoup de variétés en tenant compte des objectifs de l'usine. Principalement sur 2 variétés, la variété Nicolas et la variété Spunta, qui ont un pourcentage élevé de matière sèche. C'est ce que recherche l'usine. Donc là, nous avons un domaine expérimental de 72 hectares propice à la production de semences. À partir de ces semences, il y a les groupements qui seront affiliés à la fédération qui seront approvisionnés en semences de qualité pour finalement approvisionner l'usine en pommes de terre. À côté de la pomme de terre, il y a le manioc, parce que l'usine cible la pomme de terre et le manioc. Il y a une collection de 160 entrées. Et le plus grand chercheur de la Guinée en matière de manioc, c'est notre directeur, Dr El Sanoussi Ba. C'est la référence en matière de manioc en Guinée. Donc nous avons ces variétés et nous les multiplions, nous les produisons au centre de Bahreïn, on les multiplie, on les met à la disposition des futurs producteurs qui vont fournir de la pomme de terre et du manioc à l'usine, notamment les producteurs affiliés à la Fédération des paysans du Fouta Djallon. D'accord. Nous comprenons donc le lien qu'il y aura entre l'usine et ce centre de recherche. À présent, est-ce possible de visiter les lieux, notamment le site d'expérimentation? C'est bien possible. Après les bureaux, après la présentation théorique, mon souhait est d'aller vous montrer ce qui se passe sur le terrain. Je vous ai annoncé 72 hectares que vous pouvez voir en activité. D'accord, super. On va pour la visite du terrain. C'est parti. J'ai des amis. Faut récolter, il va voir. Voilà, je vais commencer. On a besoin de voir Voilà les images. ça, c'est avec beaucoup de prudence. Pour ne pas blesser les tubercules quoi qu'ils font avec la daba. Parce que si c'est un tubercule, Ah si, c'est la saison. C'est comment là? Le processus, c'est comment? Anti. Ah non, oui. La récolte de la pomme de terre, il faut prendre des précautions pour ne pas blesser les tubercules. Et elle est très difficile en saison pluvieuse. Si c'est en saison sèche, il suffit juste de prendre le pied, tirer et ramasser les tubercules. Mais ici, quand vous tirez, la bonne partie des tubercules reste dans le sol. Donc c'est pour cela qu'il utilise la roue pour un peu faciliter la récupération des tubercules sans les blesser. C'est pour cela que vous les voyez utiliser la daba, mais spécialement pour la saison pluvieuse. Donc tirer simplement n'est pas recommandé. D'accord. Parce que les feuilles de pommes de terre, sincèrement, je ne les connais pas. Hein. C'est ceux-là, c'est celle-là? Non, c'est ça les feuilles de la pomme de terre. D'accord. Voilà. Ouais. C'est ça la pomme.
Ça, c'est les feuilles. Ah, d'accord. Tu as vu, en pleine végétation, les feuilles sont complètement vertes, mais quand la maturité approche, quand la maturité approche, au fur et à mesure que la maturité approche, les feuilles changent de couleur et ça tire vers la couleur jaune. Ça, c'est des indices de maturité. En pleine végétation, vous trouverez que les feuilles de la pomme de terre sont complètement vertes. Mais au fur et à mesure que la récolte, la maturité s'approche, les feuilles changent de couleur et ça tire vers le jaune. Vous avez vu une feuille complètement jaunie parce que la pomme de terre est en maturité. C'est un signe de maturité. Quand on voit que les feuilles ont jauni, c'est dire que la maturité est là. Et quelles sont les périodes pendant lesquelles la pomme de terre ici à Timbi Madina est produite? Bon, on peut actuellement, vous savez que la pomme de terre, elle peut être produite durant toute l'année. Mais il y a des époques plus juteuses, parce que la pomme de terre, c'est une culture de rente, une culture qu'on fait pour avoir de l'argent. Donc il y a le début de la saison pluvieuse, au mois de mai, juin, il y a certains qui s'installent et la plus grande partie des producteurs ont la possibilité de produire au début de la saison pluvieuse. Après la saison pluvieuse, il y a le mois de septembre. Ça, c'est une période très juteuse. Là, tu n'as pas besoin d'arroser et tu as la chance de récolter, de faire une bonne récolte en maturité, à la fin. Et quelles sont il y a la troisième période, c'est à partir de janvier. Là, janvier, février, là, il faut cibler la saison sèche si tu as les possibilités d'irrigation. Voilà. Et lorsqu'on met sous le sol de la pomme de terre, il faut combien de temps pour la récolter? Bon, ça dépend des variétés. Il y a des variétés de 2 mois, 10 jours. Il y a des variétés de 3 mois. Mais la variété principale qui est ciblée par les producteurs du plateau central, principalement Timbi Madina, c'est la Nicolas. Elle fait 3 mois. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. La Nicolas. La Nicolas. C'est quoi la différence? Bon, vous savez, quand je prends, il y a une grande différence. Il y a le problème de cycle d'abord, il y a le problème de couleur de la chair, il y a le problème il y a la différence aussi au niveau du rendement. Et actuellement, Nicolas et surtout la conservation. Nicolas, c'est une variété qui se conserve plus que les autres variétés. Mais à côté de Nicolas, nous pouvons parler de Spunta. Spunta aussi, qui est une variété très prisée et qui a un pourcentage de matière sèche très élevé. À la première rencontre, je vous ai parlé de ces deux variétés, ciblées par l'usine. Et le centre de Barin se focalise autour de ces deux variétés pour approvisionner réellement l'usine. Bandes, et chaque bande a 10 mètres de large sur 60 mètres de long. Et c'est aujourd'hui qu'on a commencé la récolte. Et là, c'est un champ de multiplication de semences. Comme je vous ai dit que le centre est orienté vers la production de Nicolas et de Spunta pour l'usine. Donc on est en train de multiplier les semences. Quand les producteurs auront besoin, nous avons le potentiel. Ici, le domaine que vous visitez là, c'est un domaine de 72 hectares. Je voulais annoncer, on est dans un champ de production de pommes de terre. C'est une récolte qui est en cours. Vous l'avez constaté avec les jeunes garçons et femmes qui font ce travail-là. Je suis avec toujours M. Mamadou Minti Camara qui nous sert de guide, qui nous explique un peu ce qui se fait sur le terrain. Alors, dites-nous, ce domaine vaste appartient à qui? Ce domaine vaste de 72 hectares appartient à l'État. Donc c'est un domaine réservé aux essais et à la production. Donc c'est pour le centre de Barin.
D'accord. Et on voit qu'il y a des personnes qui l'exploitent. Oui. Elles le font à leur compte propre ou au compte de l'État, toujours? Ici, c'est des parcelles de multiplication. Ces parcelles de multiplication sont réalisées par le centre de Barin. Et nous faisons appel à des tâcherons qui viennent travailler et sont payés, soit par jour ou bien à la tâche. D'accord. Et à ce jour, ces domaines que nous voyons, parce que ça s'élargit jusqu'à 72 hectares. Oui. Et à la longue, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que ça a été fait juste pour l'usine ou où est-ce que les pommes de terre récoltées là sont envoyées? Bon, ces pommes de terre récoltées sont envoyées dans des magasins. D'abord, des magasins de stockage. Et après, il y a des commerçants qui viennent s'approvisionner pour ce qui n'est pas destiné à la recherche. Il y a à l'intérieur, il y a la production, il y a la recherche. Maintenant, ce qui est destiné à la recherche, nous multiplions les deux variétés principales ciblées par l'usine et pour les mettre à la disposition des producteurs. Et à ce jour, combien coûte le sac de pommes de terre? Là, la fédération est mieux indiquée pour répondre à cette question. Nous, notre objectif, c'est l'aspect technique. Donc l'aspect commercial, parce que tous les producteurs de pommes de terre sont affiliés, une bonne partie est affiliée à la Fédération des paysans. On a aussi parlé de ce retard accusé pour la construction de l'usine. Est-ce que vous y croyez toujours? On est croyant, optimiste. Et nous sommes sûrs que peut-être un jour, on trouvera que l'usine est fonctionnelle. Peut-être un jour, parce qu'on aurait dit, étant à Conakry, on aurait dit que les travaux ont déjà débuté, on aurait même dit que les clôtures sont en élévation, au regard des commentaires qui ont été faits autour de la construction de l'usine. Mais constat fait sur les lieux, on n'a rien vu du tout, à part la clôture qui a été finalisée. Donc là, pour nous, d'abord, c'est un atout d'avoir la clôture et c'est un point de départ. Nous avons la clôture, nous avons un point d'eau et actuellement nous sommes sûrs qu'il y aura la poursuite. On l'espère bien. On continue cette tournée sur ce site de production de pommes de terre, sur le site expérimental de production de pommes de terre, toujours avec M. Mamadou Minti Camara, qui, je rappelle, est le chef de la station du centre de recherche agro-géotechnique de Barin. Voilà, donc on poursuit la tournée avec lui. À tout de suite. Avec Bonjour. Vous allez bien? Et dites-nous, vous faites quoi présentement? On est en train de ramasser les pommes. Vous ramassez les pommes? Oui. Et vous le faites tout le temps, tous les jours? Non, c'est chaque récolte. Chaque récolte? Oui. Et vous êtes payé sur la base de ça ou ça se passe comment? Non, moi, c'est pour... On travaille pour le centre, je suis stagiaire, centre de recherche agronomique de Barin. Ah, d'accord. Je suis sortante de l'ENA et de Tolo. D'accord. Oui. Et quand par jour, vous pouvez récolter combien de sacs de pommes de terre? Là, on ne compte pas, ça dépend. Ok. Environ combien? Là, 5 sacs, 4, 2, 3? 10? Peut-être, j'estime, 1 tonne. 1 tonne par jour? Oui. Wow. Et vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 3 ans. 3 ans. Oui. Et tout se passe bien? Ah, ça va. Ah, ça va. Mais il y a quelques petits soucis. Ah, C'est quoi les problèmes? le problème à là, c'est le manque de financement. D'accord. Nous sommes là, ça fait 6 mois, nous ne sommes pas payés. D'accord. On n'a pas reçu notre per diem. D'accord. Donc il y a un problème de per diem. Oui. Et à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. On est en train de se débrouiller, de se former et faire des petits stages. Vous aimez ce métier? J'aime l'agriculture.
Pourquoi l'avoir choisi? C'est parce que c'est l'agriculture seulement qui peut développer notre pays. Et je compte au professeur de nous soutenir, nous les jeunes. Et on voit là que cette récolte de pommes de terre, ou la pomme de terre en elle-même, est beaucoup prisée ici. Vous y occupez beaucoup. Ça signifie que la pomme de terre ici peut développer la Guinée, vous le pensez? C'est pas ça seulement qui développe la Guinée. C'est toutes les cultures. Parce que ici, c'est un centre de recherche agronomique. On travaille ici sur toutes les cultures. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. À l'instant avec Diallo Fatmata Binta qui est stagiaire au centre de recherche. On poursuit l'émission. Elle est paysanne, elle a dit si bien. Des problèmes, forcément, elle en rencontre puisqu'elle dénonce le fait que depuis 6 mois, elles ne perçoivent pas leur per diem. C'est un appel qui est lancé. Ce sont des femmes qui aiment ce métier-là, l'agriculture, la terre. Elles travaillent la terre, la pomme de terre qui nourrit parfois Conakry, parce qu'on aime beaucoup la pomme de terre, mais on ne sait pas comment ça se produit. Voilà comment ça se fait. Et ces femmes-là s'occupent de nous nourrir. C'est important de les payer leur argent. Voilà, donc on poursuit l'émission hors série, toujours à Timbi Madina, avec la poursuite de la visite guidée de ce vaste domaine agricole de pommes de terre qui appartient au centre de recherche agro-géotechnique de Barin à Timbi Madina. C'est parti. Donc certaines pommes de terre ne sont pas bonnes alors? Oui, ça va, c'est pas bon, c'est la pomme. Pomme mère comment? Pourquoi? C'est ça qu'on avait planté. Ah, c'est ce qu'on plante pour avoir ceci? Pour avoir ceci. Donc ça me produit. Ah, mais comment on se rend compte que c'est une pomme mère? Qu'est-ce qui montre que c'est une pomme mère? La couleur? La couleur. Ah, la couleur est différente des autres? Oui, oui. Et puis il y a tellement de goût, vous voyez. Quand vous percez seulement, vous voyez. Vous voyez. Ok, donc il y a assez d'eau à l'intérieur. Donc c'est un peu différent des autres. Vous avez vu, c'est un peu différent des autres. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, lorsqu'on constate qu'il y a des pommes mères, on ne les prend pas? On ne les prend pas, on les laisse sauter. Oh, on apprend beaucoup, hein? On a déjà beaucoup récolté, c'est bon? Je suis fatigué. On va aider madame, on va aider madame. Voilà, on a beaucoup fait, on va essayer de partir. Madame, on va vous aider. Voilà. On y va. On y va. C'est bon? Elle a pris. La pomme de terre, on l'appelle aussi la belle de Guinée. On nous avait posé cette question-là lorsque nous faisions un concours, c'est-à-dire au compte du CPA. Ils nous ont demandé qu'en est-il de la belle de Guinée. La belle de Guinée veut dire quoi? Ça voulait tout simplement dire la pomme de terre. Nous étions sur un site de production de pommes de terre. On a voulu vous montrer comment la pomme de terre se produit. Vous avez constaté avec ces femmes, ces belles dames, ces braves femmes et hommes qui produisent la pomme de terre. On a pu le constater, le processus de production, avec également M. Mamadou Minti Kamara qui s'est chargé de nous guider durant cette tournée sur le site de production agricole de pommes de terre. Merci à vous de nous avoir guidés. Merci à Espace de nous avoir visités et de s'enquérir ce qui se passe à Barin. D'accord. Oui. Et le message de notre bonne dame, est-ce qu'il est tombé dans de bonnes oreilles? C'est tombé dans de bonnes oreilles. Nous sommes des vieux chercheurs. Si vous voyez des jeunes auprès de ces vieux chercheurs, c'est pour
les préparer, les former pour qu'ils reviennent prendre la relève. Donc actuellement à Bahreïn, c'est l'un de nos objectifs, la formation des jeunes. Et on a 12 stagiaires actuellement qui sont repartis entre les 4 programmes. Et si vous avez vu cette dame aujourd'hui faire des éloges pour la pomme de terre, c'est parce qu'elle a su comprendre l'intérêt de cette agriculture, et principalement la pomme de terre au centre de Bahreïn et au Fouta Djallon. Une question, pourquoi le retard de ce PRDN? Parce que 6 mois tout de même sans être payé, c'est compliqué. Bon, vous savez que le centre de Bahreïn, c'est un centre de recherche qui travaille au compte de l'État. Et actuellement, nous avons l'habitude d'avoir le BND, mais c'est ce qui a retardé, ce qui fait que le paiement de ces stagiaires n'est pas encore effectué. Mais quand même, nous prenons bonne note et on fera l'essentiel sous peu de temps. Rassuré? Oui. Et vous prenez combien par mois? Question indiscrète. Ça la sent pas. On ne dit pas tout. Une corporation exclusivement masculine. Ces tisserands de pita sont installés le long de la route à l'entrée de la ville. Les métiers sont faits de bois, de poulies et de quelques lanières et sont actionnés par 2 pédales. No sattani men parce que ara ko nder ka leydi men ga wonno iwde ara no wonani men moyen serre par rapport ko yahante extérieur way wano ɗiɗo ni ko maaliba makko wona e yahanede toujours ara meɗen tori ballal wano enen ni kadi ga ɓay ɗum ɗo woɓɓe men no andi ko cosane ni yo gouvernement on wonnon men sabu ɓe wallito men moƴƴa fewndo usine sana ya gollayno hari garan ko ga iwata. Au rythme du choc des navettes de bois sur les barres des métiers, les tisserands, selon une technique artisanale ancienne, tissent inlassablement de longues bandes de tissu qu'ils enroulent sur leurs genoux après avoir déroulé leurs bobines de coton blanc et bleu sur plusieurs mètres devant eux. Mais le manque de local préoccupe ces hommes de métier. Ils ont trouvé refuge dans cette école primaire pendant la saison hivernale pour pouvoir exercer leur activité. Kiliyamɓe amen ɓen ko rewɓe firsinoɓe ɓen wano jongasi ɓe iwa jongasi ɓe ara min fotta ka luumo pita ɗo jeudi ɓe sodanamen woɓɓe kadi iway wano Mamum wano Kindiya wano Konakiri ɓe ara ɓe sodanaɓe gude ɓale ɗen ko wano noon min woni e martinirde ɗo ɗe ɗo min luuto tum fayda ko min luuɓi ɓe luuɓu men ɗo fayda ko si ɗumanni ke min dara gorore maɓɓe ko ɓe laɓɓiniroya gaɗe kono min ala yoɓude joddi ɗuma. Ces rouleaux d'une largeur de 30 cm seront ensuite découpés et assemblés en pagnes, puis cousus et éventuellement teintés pour en faire les boubous ou d'autres habits. Les tisserands de la préfecture de Pita sont réunis dans l'enceinte de ce collège pendant cette saison hivernale. Ils n'ont pas là où aller, vous avez constaté. Ils profitent de ces mois de vacances donc des élèves pour essayer de se mettre à l'abri pour pouvoir exercer leur activité. Alors les problèmes, c'est le manque de local, vous avez constaté, mais également les prix exorbitants des matières premières, le fil blanc et le fil noir, mais également les difficultés d'écoulement des matières, des produits qui sont confectionnés ici par ce groupement des tisserands de la préfecture de Pita.
bien. Oui, ça va. Vous allez bien? Ouais. Voilà, bonjour. Comment allez-vous? Ça peut aller. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Vous allez bien? Bien. Impossible. Si vous avez ça, il n'y a pas de problème. La partie là, c'est différent. Les autres de la justice. Ah, les autres parties du gouvernement. Sinon, ce sera possible si vous avez un autre mission de la justice. Ou bien quitter à Conakry avec une autre mission. Le directeur national d'une personne quelqu'un. C'est qu'il vous manque sinon on allait vous recevoir. C'est moi qui ai fait l'histoire de Gawa. C'est 1800. Ici c'est 1850. 1850. Ouais, je crois. C'est la première prison. Gawal 1917. Voilà, c'est ça. C'est moi qui ai fait l'histoire. J'étais recherché là-bas, j'ai fait l'histoire. Ici c'est 1850. J'ai fait l'histoire d'ici. Partout où je vais, je construis des dossiers. Ici aussi c'est 1850. Il y a eu une rénovation au moins. Non, bon, il y a eu seulement pierre taillée. Ok. À partir de pierre taillée, le temps colonial, ça se limite là-bas. Maintenant, le temps de la République de Sous-Secteur Touré, vous comptez, je ne sais pas. C'est ce que Ça a été augmenté. Ça a été augmenté. Donc pas de compte, il n'y a rien. Bon, je ne sais pas. Le temps d'Alpha, il n'y a rien aussi. Non, il n'y a rien. Non, peut-être, ça là, ça doit être le temps de compter. La nouvelle qu'on a. L'annexe là. C'est le temps de compter, ça va bien. Mais tout ça là, c'est le temps colonial. Ça fait un siècle quoi. Hein? Ça fait un siècle, non? Nous arrivons au terme de cette émission, de ce magazine hors série dans la préfecture de Pita. Vous l'avez constaté depuis ce soir, on vous tient en haleine à travers des reportages, le zoom qui a été présenté sur Pita. On a pu le constater, Pita est, malgré une préfecture, mais elle est la troisième ville la plus peuplée de cette localité, puisque après Timibadina, il y a une autre sous-préfecture qui est plus peuplée que la ville de Pita. Incroyable. Tout à l'heure, on sera avec Bassekou qui va nous donner d'amples informations sur cette situation, sur la population de la préfecture de Pita. Pour l'instant, on est ici sur le barrage de Kinkon. Je suis sur la crête du barrage qui mesure plus de 200 mètres. Tout de suite, je reçois pour vous Bassekou, le colosse, pour revenir sur la synthèse de l'étape de Pita. Bassekou qui me rejoint à l'instant même. Comme annoncé, je reçois pour vous le colosse Bassekou, Boeing reporter avec nous. On arrive au terme de l'émission sur l'étape de Pita. On retient quoi concrètement, Bassekou? Alors, bonsoir Antoine Kourouma, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Espace TV. Ça a été vraiment un plaisir de séjourner dans cette préfecture de la Moyenne-Guinée, Pita. Et une préfecture dont la population est estimée, selon en tout cas le dernier recensement général, la population à 27 000 habitants. Il y a des acquis quand même de la gouvernance de ce côté. On a vu des infrastructures qui ont été complètement rénovées. Mais par contre, il y a des anciens bâtis qui datent de l'époque coloniale, comme la maison centrale qui a été réalisée dans les années, on apprend 1850, donc qui fait un siècle et demi. Il n'y a pas eu de rénovation. Mais au-delà de ça, nous nous sommes transportés du côté des artisans. Vous avez donc constaté dans cet élément de reportage que je vous ai présenté sur le tissage ici, qui manque de local et qui manque également de financement. Ils se sont transportés dans une école de la localité pour pouvoir exercer leur activité parce que tout simplement c'est la saison hivernale. Mais également, vous avez constaté à travers le reportage également sur la sous-préfecture de Timbi Madina qui fait 52 000
habitants, donc soit donc le double donc la population de Pita. On a vu la production quand même, la production de la pomme de terre qui aujourd'hui réussit dans cette localité. Mais les paysans, les citoyens avec lesquels nous avons convergé, nous ont fait comprendre qu'ils sont confrontés à des problèmes d'écoulement de cette production à cause justement de la dégradation donc, du réseau routier. On a constaté dans ces reportages que les routes sont très dégradées, mais une sous-préfecture aujourd'hui, en tout cas, qui sort de l'ornière, qui a pris la dimension d'une ville moderne au regard des infrastructures, des investissements qui ont été réalisés, notamment du côté de la délégation spéciale qui a pu quand même rénover le marché, qui a pu électrifier le jardin, aménager l'abattoir, tout ça en tout cas. Est-ce qu'en résumé, on peut dire que Timbi Madina mérite de porter le titre de préfecture? Bon, écoutez, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne pour qu'une sous-préfecture soit érigée en préfecture. Mais si c'est au point de vue démographie, au point de vue industrie, investissement, au point de vue activité socio-économique, je crois aujourd'hui que la sous-préfecture de Timbi Madina, qui fait, je répète encore, un peu plus de 52 000 habitants, doit à mon avis devenir une préfecture aujourd'hui du côté de la Moyenne-Guinée. Surtout que récemment les îles de Lens ont été érigées en sous-préfecture. À l'instant on était avec Bassekou, vous l'avez suivi dans ces différents reportages qui vous ont certainement plu parce que c'était des reportages alléchants sur cette ville de Pita. Après Bassekou, je retrouve l'autre Boeing de l'équipe qui n'est autre que Amadou Ouribari qui également a été d'un autre, qui a réalisé des reportages. On le retrouve juste après cette transition. Tel qu'annoncé, je reçois pour vous Amadou Ouribari de l'équipe qui également a réalisé des reportages sur cette ville de Pita, mais aussi sur la sous-préfecture de Timbi Madina. Ouri, on est au terme de l'étape Pita dans cette série spéciale de hors-série au Fouta Djallon. On retient quoi finalement de l'étape Pita? Oui, effectivement, mes premières impressions, Antoine Kourouma, ce qu'il faut dire, vous savez que la population du Fouta Djallon, c'est une population à majorité agro-pastorale. Ça veut dire qu'à travers cette émission, nous avons compris quand même, Antoine Kourouma, que la population qui est à l'intérieur du pays, c'est une population dévouée, une population courageuse, qui cherche tant bien que mal à joindre les deux bouts. C'est une population qui travaille, mais malheureusement, nous l'avons compris à travers ces séries de reportages que nous avons réalisés, notamment à Fatako. C'est une population qui travaille, mais malheureusement, les moyens manquent beaucoup. On a dû constater qu'il y a des plaines à perte de vue, mais malheureusement, l'État ne se bouge pas pour accompagner ces agriculteurs. C'est des gens qui peuvent vraiment faire vivre la Guinée sans qu'on ne puisse vraiment importer le riz. Mais malheureusement, les moyens auxquels ils sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment les moyens qu'ils utilisent, c'est des moyens rudimentaires. Autre impression, Antoine Kourouma, nous sommes sur le barrage hydroélectrique de Kinkon. Je suis vraiment impressionné par ce que je vois ici. C'est un barrage qui a été réalisé par le premier régime, notamment le président Ahmed Sékou Touré. Je pense qu'aujourd'hui, jusque-là, c'est un barrage qui continue à servir, à desservir beaucoup la préfecture de Pita, mais aussi celle de Mamou, en courant électrique. Je pense que c'est des initiatives quand même salutaires. Mais ce qui reste clair, on a écouté celui qui, si vous voulez, gère ce barrage. Il nous a égrené des tas de problèmes auxquels ils sont confrontés ici. Il faudrait que l'État fasse face à ce barrage pour pouvoir vraiment aider et accompagner ceux qui gèrent ce barrage, puisque ça permet quand même de desservir beaucoup de préfectures en courant électrique. Comme on le dit souvent, sans électricité aujourd'hui, la vie n'est pas possible. Et autre chose, Antoine Kourouma, on ne saurait occulter ce cadre, c'est surtout l'accueil chaleureux qui nous a été réservé dans le Fouta Djallon. Partout où nous sommes passés, c'est vraiment, ils nous ont accueillis chaleureusement. Je pense que vraiment c'est ce qui la Guinée mérite. En tout cas, cela prouve à suffisance que la Guinée est une famille. Partout où nous sommes allés, il y a des préfectures qui se distinguent de par leur culture, de par leur acquis traditionnel. Je pense que ça peut être une opportunité pour la Guinée, pour vraiment réconcilier les Guinéens, une fois pour dire que la Guinée est une famille, Antoine Kourouma. D'accord. On parle de merveilles à Pita. On était sur le barrage de Kinkon. On a constaté que ce barrage a été construit dans les années 1960. On a vu des merveilles de ce côté-là. Ouais. Mais le constat alarmant, c'est que l'État ne fait pas face pratiquement à ce site touristique. On a constaté que des chefs d'État y ont apposé la signature
après l'inauguration du barrage, mais jusqu'à ce jour, aucun acte n'a été posé pour valoriser cela. Vous en pensez quoi? Oui, effectivement, vous savez, Antoine Kouroumassé Coutouré le disait, je cite, il dit que la Guinée, si elle est scandale géologique, la Guinée c'est aussi un scandale culturel par excellence. Ça prouve à suffisance que nous régorgeons des sites touristiques vraiment qu'on pouvait valoriser. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, on nous fait comprendre qu'il y a des touristes qui quittent les autres cieux pour venir en Guinée, découvrir ce que nous avons comme acquis touristique. Mais malheureusement, nous qui sommes en Guinée, nous ne valorisons pas tous ces acquis-là. Je pense que le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie doit vraiment se bouger, venir à l'intérieur du pays. C'est des sites qu'on peut vraiment aménager, qui peuvent être des sources de revenus pour l'État, mais aussi vendre l'image touristique et culturelle de la Guinée. Je pense que vraiment, c'est un appel pressant que nous lançons au gouvernement guinéen, notamment au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, pour dire qu'on doit vraiment valoriser ces sites qui font la valeur de la Guinée. L'une des choses qu'on peut retenir sur l'État Pita, c'est l'annonce officielle faite par le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, qui érige d'ores et déjà la préfecture ou encore la justice de paix de Pita en tribunal de première instance. Désormais, ils seront autonomes, indépendants dans les différents procès et autres juridictions auxquelles la population sera confrontée. Voilà donc, nous allons ainsi dire au revoir à tous ceux qui suivent cette émission en Guinée tout comme ailleurs, à tous les ressortissants de Pita, Timbi, Madina et autres de la sous-préfecture ou encore des préfectures liées à cette localité dans laquelle nous sommes. On lance un appel pressant à tout le monde afin que Pita soit valorisé parce qu'elle en a besoin. Je dis merci à toute l'équipe technique pilotée par Abou Koria Kourouma en compagnie de Djibril Kabak Kamara, sans oublier le chauffeur Aboubakar Kamara dit Pablo. On n'oublie pas également nos guides durant cette tournée, David Ba de EDG, également Sadio Tolno qui a été notre guide durant cette tournée sur le barrage hydroélectrique de Pita. Je demande à toute l'équipe de me rejoindre ici pour dire au revoir à toute la population de la Guinée. On me rejoint là, on dit au revoir ensemble. Vous venez là, on vient tous. Tout le monde vient, tout le monde en vient. Voilà, Djibril Kabak Kamara qui est derrière la caméra ne pourra pas dire au revoir au même titre que nous à la population de Pita ainsi qu'à toute la Guinée et aux Guinéens d'ailleurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tout le monde, merci, au revoir, au revoir.